Eh bien, bonsoir à tous. On va commencer traditionnellement par l'édito. Ce soir, j'ai un plaisir tout particulier à recevoir dans l'Imagilab mon sujet d'expérience. Déjà parce qu'il est québécois et que certains de ceux qui écouteront savent à quel point j'aime ce pays. Enfin, cette région, du moins, du Canada. Ensuite, parce qu'il fait partie du collectif Etugame, une chaîne qui a pas moins de 15 000 abonnés sur YouTube. Félicitations. Et sur laquelle on peut retrouver, entre autres, une série de conseils au sujet de Donjons et Dragons et du jeu de rôle en général, que j'aime beaucoup, et que je vous envoie aller voir à la fin du live, bien sûr. Et je dois dire que j'ai beaucoup d'affection pour cette série, dans laquelle Pierre-Louis, ici présent, en plus de donner d'excellents conseils, dépeint avec une passion toute particulière la pratique qui m'est chère. Mais assez de flagornerie pour l'instant. Nous sommes ici pour mener une étude sérieuse sur l'imagination, et nous allons nous atteler à cette tâche. Pierre-Louis, l'expérience est métaphorique, je vais donc te demander de te visualiser dans une grande pièce relativement sombre, éclairée par quelques bougies et lampes à huile réparties aléatoirement dans l'endroit. Les murs sont décorés par des grandes bibliothèques remplies par des livres poussiéreux, et tu peux en marquer les nombreux outils métalliques que je dispose sans que tu saches à quoi ils servent. Un petit robot suspendu par des câbles est à côté de ton visage et termine d'installer une espèce de casque sur ta tête. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Parfait, merci Monsieur Circus. Ma première question est la plus importante ce soir, Pierre-Louis. Comment vas-tu? Ça va, je pense que c'est juste ça, ça va. Ça va bien dans les circonstances. Ça va bien. Seigneur. Tu m'étonnes. Oui, on survit. Et il faut. Heureusement qu'il y a le jeu. Oui, heureusement. Moi, j'ai dit très souvent que s'il n'y avait pas le jeu de rôle en ligne, je serais pas passé à travers le confinement. Tu m'étonnes. Ouais, c'est bien pareil. C'est bien pareil. Alors, je sais de toi que tu produis des vidéos dans le cadre d'une chaîne YouTube qui s'appelle Etugame. Vous y parlez principalement de jeux de société, vous y faites des présentations, des thèses, des explications. Comme je l'ai dit, vous parlez également de jeux de rôle, que vous pratiquez d'ailleurs. Alors, moi j'ai vu des rediffs, mais est-ce que c'est en live que vous le pratiquez aussi? Ben, au tout départ, quand on a commencé à faire le jeu de rôle, on le faisait en live, mais on le faisait de façon spectaculaire, donc scénique. On avait investi un bar de Montréal qui s'appelle Randolph. D'accord. C'est un super endroit où est-ce qu'on peut jouer à des jeux. Puis nous, on jouait au milieu du bar. Et là, il y avait des gens qui venaient nous voir jouer à D&D, parler très fort au milieu du bar. Et on jouait avec des humoristes. Fait qu'on savait rien des règles. On défaisait tout. Je comprenais rien de la 5e édition. J'avais pas lu les, les manuels. Mais c'était vraiment, vraiment très le fun. Fait que, mais non, pour l'instant, c'est pas mal la rediffusion. Là, on se filme par des moyens comme Discord, Zoom. Puis après ça, on fait un petit montage et on le met sur notre page YouTube. C'est ce qu'on fait maintenant. Ouais. Et tu m'as parlé du coup que vous lanciez tout doucement sur Twitch, donc peut-être que ça va venir. Ben écoute, comment dire, on tâtonne, on essaie de comprendre un peu la plateforme puis les caractéristiques propres à ce médium-là. Mais oui, pour l'instant, on fait beaucoup de jeux vidéo puis de jeux de société / jeux vidéo comme Among Us, des choses comme ça. Mais bien oui, sûr, peut-être éventuellement, ça serait le fun en live, je pense. Ah bah, il y a un public pour ça, mine de rien. Il y a un public. Ben oui, étonnamment quand même, hein, c'est vraiment... Eh bien, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'anime? Dis-moi tout. Ouais. Ben, Seigneur, moi, dans la vie, je suis comédien à la base. Fait que la première chose que... première chose. Puis j'avais fait bien des affaires avant ça. Là, pendant pas mal 17 ans, j'avais fait des affaires. Mais après ça, j'ai fait une école de théâtre à Saint-Hyacinthe. Donc, au Québec, il y a quelques écoles de théâtre. Puis moi, je voulais faire de la scène. Je voulais jouer. Je pense que c'est ce qui m'intéressait. Je savais pas trop ce que je voulais faire exactement, mais je savais que j'avais du plaisir à incarner des personnages, faire des scènes, rire, tout ce genre de choses-là. C'est ce qui me stimulait. Puis j'ai fait l'école, puis après ça, j'ai fait le parcours des comédiens qui sortent de l'école. Fait que
pas travaillé pendant 2 ans. J'ai fait de la figuration à l'opéra. Je me suis battu avec une épée derrière la Traviata. Puis j'ai fait plein d'affaires comme ça. Puis éventuellement, j'ai découvert la marionnette. Puis je me suis mis à faire de la marionnette géante au théâtre de la Dame de Cœur, qui est un théâtre en région qui se spécialise là-dedans. Fait que j'ai fait ça pendant un bout de temps. Après ça, j'ai travaillé avec d'autres compagnies, Théâtre de l'Œil, Théâtre de l'Illusion. J'ai fait de la tournée beaucoup. Fait qu'on a tourné États-Unis, Canada. On a fait une petite tournée en Asie aussi. Puis j'ai fait ça pendant des années. Ça a été pas mal ça, ma gig principale. Puis éventuellement, ben là, avec le confinement, genre, truc vraiment space, ils ont besoin de couple pour jouer à la télé parce que maintenant on peut plus se toucher à la télé. Fait que ma copine, qui est une super comédienne, elle a eu une audition pour un rôle dans une série, ben dans un show à sketch. Puis ça a donné que j'ai auditionné avec. Puis là maintenant on fait ça, on fait un show à sketch à la télévision, à TVA. Cool. C'est vraiment cool, c'est inattendu parce que c'est quelque chose que j'avais complètement mis de côté. J'avais fait comme... Moi, je fais de la scène, je fais du théâtre jeunesse, je fais de la marionnette, je fais des shows bizarres. Puis là, ben ça m'a permis de reconnecter avec ça. Fait que c'est ça un peu ma job de jour, comme on dit par chez nous, là. Ok, très bien. Est-ce que tu étais passé par une phase théâtre d'improvisation, par hasard? Ben oui, comme beaucoup de gens, en fait, au Québec, puis en France aussi, j'imagine, l'improvisation, ça a été un peu mes premières armes de scène, là, quand j'étais très timide, puis je savais pas trop comment prendre la parole en public. Ben, l'improvisation au secondaire, c'est ça qui m'a permis de découvrir le plaisir d'être devant les autres, de raconter des histoires, de faire des blagues. Fait que oui, je sais pas si faites-vous un peu, vous autres? Alors, je sais que c'est... En France, donc déjà on n'en fait pas à l'école, ou très peu. Il y a certaines écoles qui le font, mais il n'y en a pas des masses. Et c'est vrai que c'est pas une pratique qui est ultra populaire encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de public, mais c'est vrai que c'est encore un truc un peu de l'ombre. Moi j'en fais depuis au temps cumulé 3 ans, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins populaire qu'au Québec. C'est carrément c'est important au Québec pour le coup. C'est clairement le peu de temps que j'y suis passé, j'ai vu plusieurs spectacles. C'était assez grandiose quoi pour moi. Ouais, vraiment. Puis c'est ça qui nous a toujours fascinés, c'est que au Québec, tout le monde aime l'impro, mais on est tellement peu nombreux que si tu fais de l'impro, puis tout le monde en fait, tu vas en faire un peu dans les bars, tu sais, pour le fun. Mais les gens étaient toujours fascinés à quel point quand une équipe d'impro du Québec partait en France puis qu'ils faisaient une petite tournée, à quel point ils jouaient devant des grosses salles. Puis vous aviez comme je sais pas, il y a comme une espèce de... C'est toujours le fun. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu la chance de le faire, là, mais j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit faire une tournée d'impro en France, c'est la meilleure expérience d'improvisateur que tu peux faire. Tu t'en vas là-bas puis de juste rencontrer des équipes d'impro, de jouer dans des théâtres ou dans des salles où il y a vraiment des bancs où les gens peuvent s'asseoir. T'sais, ici, c'est classique, dans un bar, dans un tout petit coin à côté des fûts. Bah, c'est sûr en plus en France, vu qu'on connaît moins, vu que ça fait moins partie de la culture, les gens sont encore plus impressionnés par ça en fait. De se dire, ils vont sur scène mais ils savent pas ce qu'ils vont dire. Waouh, c'est balèze. Et c'est un truc qu'on voit moins en France, du coup ça doit être... le public doit être cool en France pour le coup, vis-à-vis de ça. Je pense. Je salue Jérôme, du coup, qui vient d'arriver sur le chat, qui vient pour la première fois sur mon live. Enchanté. Ok. Et puis pour ce qui est du collectif Etugame, vous êtes combien, du coup, au total dans cette aventure? Au départ, on était 3. On était un petit peu plus. Il y a toujours eu des gens qui ont gravité autour. Mais on est 3 qui sont là depuis le départ. Donc, moi, Raphaël et Benjamin, on s'était rencontrés à l'école de théâtre. Puis on faisait des web télé à l'époque. Là, c'est ça que tu faisais quand tu voulais jouer en sortant de l'école. Tu faisais une web télé. Puis on cherchait un concept à faire. Puis éventuellement, comme on jouait à des jeux puis qu'on avait le goût d'en parler, on a eu l'idée de Etugame, de juste parler de jeux de société sur Facebook. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a dit « Vous devriez mettre ça sur YouTube! » Puis j'étais comme « You, quoi? » Finalement, ça a été une belle découverte de découvrir que tu pouvais juste faire une vidéo, la mettre là-dessus, puis
qu'il y avait des gens qui pouvaient la découvrir. Moi, ça m'a vraiment surpris. Puis au départ, c'était ça. Puis éventuellement, ben, il y a des gens qui sont rajoutés. Donc, Marc-Antoine Doyon, qui est devenu un pilier, là, d'importance capitale pour l'équipe. C'est notre réalisateur principal. Puis il y a Anne-Catherine Choquette qui s'est joint à l'équipe. Puis il y a plusieurs collaborateurs réguliers, des gens qui font du jeu de rôle, des comédiens, des humoristes. On a joué beaucoup avec les Appendices, qui sont des bons amis. Fait que c'est des humoristes québécois qu'on aime bien, qui sont très très drôles. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, allez taper Croque le concombre sur Croque le concombre. Ça marche. Sur YouTube. Tapez donc ça. C'est des niaiseries un peu absurdes, là, mais c'est très drôle ce qu'ils font. Ça marche. La référence est bien notée en tout cas. Est-ce que ma présentation de la chaîne convient? Est-ce que j'ai été assez clair? Si tu as des choses à rajouter éventuellement pour faire la petite promo. Ben non, je pense que ça le fait quand même assez bien, là. Donc, ben c'est ça, on fait ça depuis 5 ans maintenant. Fait que c'est vraiment jeu de société, jeu de table. Puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. Nous autres, c'est rendu quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre tête, dans notre temps. Mais ça nous passionne toujours autant. Puis ça nous permet de jouer à des jeux, de tester des jeux, puis surtout de rencontrer des gens qui trippent. Fait que c'est ça, principalement sur YouTube, Facebook. Là. Mais oui, c'est assez bien présenté quand même. Et bien c'est très cool. J'invite tout le monde à s'abonner et aller voir ça. Parce que c'est vraiment chouette. Ok. Bon, passons aux choses sérieuses. L'expérience va donc pouvoir commencer. Je te rappelle que tu es vêtu d'un casque avec un petit robot qui commence à ajuster tout ça, à resserrer ce qu'il faut resserrer, à appuyer sur les boutons sur lesquels il faut appuyer. Et soudainement, la machine se met en route. T'entends un bruit violent comme des claquements de rouages tout autour de toi. C'est assez impressionnant. Si bien que tu te rends compte que ça commence à faire effet sur ta personne et ta vision se trouble. Ta vision qui était déjà obstruée se trouble et finalement tu tombes dans les vapes pour te réveiller tout doucement dans une auto, dans une voiture, par temps de pluie. Tu commences à reprendre tes esprits, tu vois qui est ton personnage, tu incarnes un journaliste qui est en direction d'un village pour pouvoir enquêter sur des disparitions de 2 personnes qui ont pris cette route. Il n'y a qu'un seul village sur cette route et ces gens-là ont disparu, ne sont jamais arrivés à leur destination. Donc toi tu t'es équipé de ton appareil photo, ton petit bloc-notes, tu es dans ton auto et du coup tu traverses voilà, cette route, il pleut, il fait sombre, il fait nuit et même on a passé les 22 heures. Donc au final, tu finis par arriver dans ce village et il n'y a qu'un seul hôtel dans le village. Donc tu te gares sur le parking, tu sors, tu te dépêches d'entrer dans cet hôtel, tu ouvres la porte, une porte qui grince. L'hôtel il pâlit pas de mine, hein, il a l'air d'être assez vieux. C'est le seul bâtiment du village qui a un peu d'importance. Et puis derrière le comptoir, tu vois un espèce d'homme qui a peut-être la quarantaine, mais qui est comme marqué par le temps. Tu vois, c'est la quarantaine qui en fait plus 50, voire 55, 60, plus que 40, quoi. Et puis derrière son comptoir, il est en train de regarder un petit peu ses comptes, etc. Tu sais pas trop ce qu'il fait, il triture des choses, et puis il te voit entrer. Et avec de la méfiance, mais de l'intérêt, il te dit bonjour. Salut! Ça va bien? Ça va très bien. Et vous, par ce temps? Ah, ben oui. Un temps à pas sortir dehors. Ouais. Je vais m'approcher du comptoir, puis je vais y faire signe d'une bouteille de... Qu'est-ce qu'il y a comme bouteille derrière lui? Il n'y a pas de bouteille, figure-toi. Il a que ses clés. C'est un comptoir, c'est vraiment pas un comptoir de bar, c'est vraiment un comptoir d'hôtel, un peu style motel au final, où tu sens que c'est juste ici que tu prends ta réservation et puis tu montes dans ta chambre, quoi. C'est pas très accueillant hein, comme endroit, clairement. Et... Sobre en plus! Quel hôtel de merde! Ah, il y a peut-être un peu de ça. Je vais lui dire... vous auriez pas vu 2 jeunes gens récemment, monsieur? Des gens récemment, si, ils sont passés dans mon hôtel, ils y ont passé la nuit, mais ils sont repartis le lendemain et je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Peut-être puis-je vous proposer une chambre pour cette nuit, de quoi vous abriter, vous réchauffer, la nuit a été compliquée, j'ai l'impression.
Ben oui, Et pourquoi du coup, pas? deux choix s'offrent à toi, justement, avant qu'on puisse continuer l'interview. Oh, Soit tu des prends, choix. soit tu prends la chambre d'hôtel et tu acceptes l'hébergement contre rémunération, évidemment, on n'est pas des bêtes, de ta nuit. Soit, Prenez-vous PayPal? soit tu te méfies et tu cherches un autre hébergement, parce que le mec a l'air quand même un peu louche. Son air vraiment assez intéressé en t'ayant vu arriver te fait te dire méfiance. Mais voilà, soit tu décides de prendre ta chambre, soit tu décides de t'en aller et de chercher autre chose. Je pense que je vais prendre la chambre en me disant, s'il y a l'air étrange, je vais vraiment être sur le qui-vive et peut-être que ses futurs agissements vont me renseigner sur qu'est-ce qui est arrivé aux deux disparus. Peut-être bien, peut-être bien. Espérons-le du moins. Eh bien, nous, on va pouvoir poursuivre notre interview pendant que tu remplis toutes les formalités avec ce monsieur, tu procèdes au paiement, il te donne les clés, etc. Et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire et c'est ce que la machine autour de toi essaie de te soutirer comme information. On veut savoir ce qui t'inspire, ce qui t'anime, etc. Donc, la première question, est-ce que tu pourrais nous parler d'une personne, une personnalité, qui soit publique ou non, qui t'inspire particulièrement, qui peut être canadienne, française, mondiale, que sais-je? Ah. J'aurais tendance à dire, je sais pas pourquoi c'est pas évident là. J'ai deux réponses peut-être. Dis-moi tout. Je suis inspiré par des gens comme, mettons, Stephen Colbert, Steven qui est Colbert. animateur du Late Show de Stephen Colbert aux États-Unis D'accord. depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Euh, il remplace Letterman, je pense, qui était là depuis un petit bout de temps. Puis c'est un talk show américain qui couvre l'actualité à tous les jours. À tous les jours, il lit un monologue, il doit le préparer, mais je trouve ça fascinant à quel point ça doit être de la job, de la pression, puis il est toujours tellement naturel. C'est un Mhm. performer, il danse, il chante, il fait de la pantomime, c'est un fan du Seigneur des Anneaux. Cool. Euh, ça me fascine des gens qui ont un talent comme ça, un éventail, Mhm. surtout qui sont capables d'affronter cette énorme pression-là d'être drôle quotidiennement, quand des fois l'actualité que tu couvres est horrifiante, surtout aux États-Unis, tu sais. Fait que Mhm. ça, c'est... Puis son show qu'il y avait avant, le Colbert Report était extraordinaire. Il y avait un personnage où il parodiait un peu la droite américaine. Mhm. C'était comme un gars qui était plus à droite que les gens à droite, là. Il était Mhm. comme conservateur religieux. C'était hilarant, vraiment tu sais, un super créateur, un super humoriste. Puis ouais, il m'inspire beaucoup. Ok. Et tu voulais en citer un deuxième peut-être? T'as dit qu'il y avait deux idées qui te venaient en tête. Ben l'autre, c'est parce on s'est mis à écouter beaucoup de Gorillaz avec ma fille. Fait que c'est Damon Albarn D'accord. qui est créateur derrière Gorillaz, ben, du moins du côté musical. Mhm. Puis j'adore le concept de Gorillaz, qui est un band Mhm. imaginaire. Parce que finalement, tous les musiciens du groupe sont des personnages de dessins animés. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Je vois bien. Exact, créé par Jimmy Hewlett, je pense. Je veux pas avoir l'air de massacrer son nom, là, je suis désolé. Mais vraiment, c'est tellement bon, c'est tellement drôle. J'aime l'univers. C'est comme super éclaté. La musique va dans toutes les directions. Moi, ça me parle beaucoup. Mhm. Puis je trouve que Damon Albarn, il a tellement fait de stock, ses trames sonores de films sont extraordinaires. Tu sais, il aurait pu être une... Ben, c'était une superstar, c'est sûr, mais tu sais, tout ce qu'il a fait avec Blur, ça aurait pu, genre, perdurer pour toujours. Il aurait pu être un band aussi gros que... Ben, tu sais, je pense qu'ils ont été huge, là, tu sais, je pense que c'était Mhm. Oasis puis Blur dans le temps, puis c'était les deux seuls groupes dont tout le monde parlait au Royaume-Uni, mais Ouais. non, vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ok, bah non, c'est très bien, très bien. Ok. Alors, je vais aborder d'autres thématiques et puis on va voir ce que tu peux en dire. En termes de jeux vidéo, à quoi est-ce que tu joues? Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont marqué particulièrement, peut-être? Moi, c'est drôle parce que j'ai eu tellement une pause dans les jeux vidéo là, pendant des années, j'ai arrêté
parce que je jouais juste à des jeux de société puis des jeux de rôle. Quand je suis revenu jeux de société, à un moment donné, je jouais à ça tout le temps. Mhm. Mais malgré tout, dans ma jeunesse, j'ai vraiment été marqué par toutes les Baldur's Gate, Oui. qui sont comme des jeux d'ordinateur dans l'univers des Royaumes oubliés, puis de D&D, Donjons Dragons. Puis là, dernièrement, je me suis remis à jouer à plein d'affaires avec ma fille, parce que là, elle est en âge de jouer un peu plus, elle est rendu à 6 ans. Fait qu'on a refait toutes les Zelda. Fait que là, j'étais capable de trouver une Wii. Fait qu'on a fait Skyward Sword. Puis là, j'ai commencé cette semaine sur la Switch Breath of the Wild. Ok, ouais. J'adore l'univers de Zelda. Puis je trouve que c'est tellement... tu sais, comme, je sais pas comment dire. Puis je le vois dans les yeux de ma fille, tu sais, qui découvre ça pour la première fois, de voir l'idée d'explorer, tu sais, de découvrir un monde où est-ce qu'il y a plein de lois qui sont pas les mêmes que les nôtres, de faire... C'est comme ça que ça se passe ici, le monde naturel, la magie, une cohérence dans la magie, dans ce que tu peux faire pour justement débloquer certains pouvoirs, certains lieux. Je trouve c'est tellement beau, en plus, c'est des jeux qui sont beaux, tu sais. Je trouve que l'histoire, des fois, est un peu faible. Mais c'est l'univers, tu sais. Ouais, bien C'est sûr, vraiment ouais. pour le... Et d'ailleurs, tu parlais de Baldur's Gate, mais il y a le troisième qui est sorti en alpha, là, en alpha ou en bêta, je sais plus, en early access en tout cas. Je sais pas si tu y as joué un petit peu ou si tu comptes y jouer. Non, mais j'ai regardé un de mes amis qui streamait un peu le début. Ouais. Puis justement, quand c'était en bêta, là, fait que c'est de s'échapper d'un navire de flageoleurs mentaux, là. C'est ça, ouais. Toi, tu joué un peu? Ben, je l'ai commencé, et en fait on a été interrompu par un gros bug. En fait ça nous a cassé dans notre truc où il fallait qu'on recommence, je crois quasiment 1 heure de jeu en arrière. Et du coup, au moment où ça nous est arrivé, on a fait bon, ça nous saoule, vas-y, on quitte le jeu, on rejouera plus tard. Et il se trouve qu'on n'a pas rejoué depuis. Mais on y rejouera certainement. Mais ouais, c'est vrai que ça nous avait bien. Parce que c'était pas le premier bug qu'on rencontrait. Mais c'est normal en fait, c'est un jeu en early access. On peut pas lui demander d'être parfait maintenant. Mais par contre, c'est vrai que il avait l'air d'être très bien. Pour le coup, enfin, il y avait les bonnes ambiances et tout ça. Moi, j'avais joué qu'au 2 à l'époque. Il y a un petit moment de ça. Et encore, j'étais jeune. Du coup, je pense que j'avais pas absorbé vraiment le truc comme j'aurais dû l'absorber pour que ça me... Mais le 3 a l'air vraiment chouette, quoi. Donc si à un moment tu as l'occasion d'essayer, peut-être attendre qu'il soit un peu plus stabilisé. Mais, Ouais, exact. Mais tu sais, leurs univers sont tellement... c'est le fun de se plonger, de découvrir comme c'est quoi les dieux d'un univers, c'est quoi le nom des villes, comment fonctionne leur système politique. Tous les univers de jeu, moi, ça me fascine. Puis plus ils sont complexes, plus ils sont réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop noir et blanc dans le sens où c'est simplifié, fait à gros traits là, pour que vraiment les gens comprennent. Ces univers-là où il y a plein de nuances, puis il n'y a rien qui est simple. Je trouve que ça fait écho à notre quotidien, ça fait écho à nos univers, puis je tripe sur ce genre d'univers fantastique. Carrément, je vois complètement de quoi tu parles. Et ça va me faire rebondir sur la prochaine thématique, parce qu'il y a plein de thématiques justement qui abordent ces sujets-là. Les films et des séries qui t'inspirent, que t'aimes beaucoup. Plus peut-être des films, ou non, d'ailleurs les deux. Si t'as des références à nous donner. Wow, ben ouais, quand même. J'en ai écouté quelques-unes dernièrement, mais je pense que celle là, qui a vraiment frappé fort, là, qui m'a marqué, c'est The Expanse. Je sais pas si t'as regardé ça un peu, The Expanse? Ça me parle. Attends, je pense que... J'ai pas regardé, mais The Expanse... Ouais, on en a parlé, ouais. C'est comme en gros, le concept, c'est... Le pitch qu'ils font souvent, c'est Game of Thrones dans l'espace. Mais je pense que c'est davantage une espèce de rêve, une vision futuriste de l'humanité. Mais c'est une vision qui est très réaliste. Donc, c'est pas une vision futuriste. On se trouve dans les années 2300 à peu près. Mais c'est pas une vision qui est... parce que souvent, en science-fiction, on imagine un univers où tout est possible, où tout est beau, la technologie est extraordinaire, les humains ont fait des progrès sociologiques en plus de technologiques.
mais où c'est carrément une dystopie, où tout est détruit, il n'y a rien qui fonctionne. Je pense que The Expanse frappe juste parce que j'imagine bien l'humanité comme ça dans le futur. Ok. C'est une humanité fracturée qui a pris le contrôle du système solaire. Il s'inspire beaucoup de la vraie science derrière l'exploration spatiale. Fait qu'il faut un peu s'ajuster à la physique newtonienne derrière les déplacements de leur vaisseau. Mais c'est tellement... Il n'y a pas de gravité. Il n'y a, y a pas de faisceau laser. Les gens se tirent des roches puis des balles de tungstène parce que c'est encore moins cher à produire. C'est encore la chose la plus... C'est toujours ce qui va rapporter le plus d'argent. La religion est toujours présente, les divisions sociales. Maintenant, c'est les gens sur Mars ont fait leur indépendance. C'est une colonie qui est devenue une nation, une puissante nation, parce que les meilleurs ingénieurs de la Terre sont tous allés sur Mars pour des... Fait que c'est extraordinaire, la marine martienne. Toutes ces notions-là, après ça, ils vont exploiter des astéroïdes. Mais dans les astéroïdes, les gens qui vivent là, qui ont fait des stations pour pouvoir extraire la glace, l'eau, tout ce qu'on a besoin pour construire notre civilisation, ben, ils vivent là depuis des générations, puis ils sont devenus quelque chose de presque... qui, aux yeux de plusieurs personnes, une autre espèce humaine. Ce qu'ils appellent les Belters, parce que la gravité a modifié leur corps. Ouais, d'accord, ouais. Puis ça a aussi comment dire, c'est une autre classe sociale aussi, parce que c'est des mineurs, puis ils ont des syndicats, puis c'est tellement complexe, c'est tellement bon. C'est fascinant à quel point on peut se perdre dans cet univers-là. Puis il y a bien sûr une petite touche de science-fiction qui vient mettre le feu au système solaire. C'est fascinant. Puis là, ben, c'est bien sûr tiré d'une série de romans qui sont tous super bons aussi. Là. Mais c'est bon, là, The Expanse, là. Eh ben, tu me l'as très bien vendu, en tout cas. Je pense que pour ça, je jetterai un œil, clairement. Ouais, c'est vraiment pas mal. Puis je pense que j'ai pas écouté la traduction française, mais je pense qu'elle est quand même bien faite, là, tu sais. Fait que, non, vraiment chouette. Ça vaut la peine! Bah, je jetterai un œil, carrément. Carrément. Ok. En film, peut-être? En film? Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? J'ai-tu écouté un film dernièrement? Alors, pour les Français qui nous écoutent, écouter, c'est l'équivalent de voir, pour nous regarder. Exact. Je le précise. Ben, c'est drôle parce que c'est un YouTuber français, justement, qui m'a donné le goût de réécouter ce film-là. C'est le Fossoyeur. Le Fossoyeur de film, ouais. Si, ouais. Man, est-ce que tu as écouté leur défi où est-ce qu'il fallait qu'ils remontent, qu'ils refassent le montage des Fils de l'Homme? Non, j'ai pas regardé ça encore. C'est tellement bon. Puis ça m'a donné le goût de réécouter Children of Men, qui est un super... C'est Alfonso Cuarón, je pense, qui a réalisé. Je vais te dire ça. Puis ce film-là, man... Children of Men, c'est vieux quand même, là, je pense que c'est 2000. 2006. Ouais, man, c'est... Oh, excuse-moi. C'était 2006, je confirmais. Ouais. Alfonso Cuarón. Exact, man, c'est tellement... C'est à la fois déprimant, mais à la fois c'est une tragédie optimiste. D'accord. Où est-ce que tu... Tu sais, le concept, en gros, c'est qu'il n'y a plus personne qui peut faire d'enfant. Tout le monde est infertile. Ok. Puis le dernier enfant en date est né il y a 18 ans. Fait que là, la population est vieillissante, puis c'est un peu... L'humanité a comme un peu perdu espoir. Puis je veux pas trop gâcher qu'est-ce qui arrive, mais il y a une femme qui tombe enceinte. Puis là, c'est l'histoire de cet homme-là qui se retrouve un peu à devoir la défendre, la protéger, l'amener quelque part, comprendre quoi faire avec ça. Puis c'est tellement bien filmé, là, c'est le genre de film qui donne des frissons, là. Chaque plan est comme des plans séquences là-dedans, là, des plans séquences de genre 10 minutes, je pense. À un moment donné, il y a une séquence où est-ce qu'il se fait poursuivre par des gens à moto. Ça dure 10 minutes et c'est tellement bien orchestré. C'est un film génial et le remontage du Fossoyeur, ça vaut la peine d'aller voir ça parce que c'est vraiment drôle. Ça marche. Bah, il faudrait déjà que je vois le film et après je regarderai le remontage avec plaisir. Je crois qu'ils en ont fait d'autres, des remontages de films d'ailleurs. Il faudrait que il me semble bien.
Ok, très bien noté. En termes de musique, tu nous as parlé tout à l'heure de Gorillaz, mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres groupes, d'autres musiciens que t'aimes beaucoup? Ouais, quand même, on écoute bien des affaires Un dans style plein de de musique déjà? directions. Il y a peut-être un style qui te Ouais, parle plus? ça dépend de comment je me sens. Hmm. J'écoute beaucoup de pop puis de rap dans la voiture. D'accord, ouais. J'aime beaucoup The Weeknd, Mhm. qui est un artiste euh, il est ontarien, je pense. Mais maintenant, c'est une superstar, là, Ouais. mais j'aime beaucoup sa musique, je trouve ça très cool. Mais sinon, je suis plus, en général, là, tu sais, quand je travaille, je vais écouter des trucs. J'aime beaucoup Radiohead, Tom York, euh, ce genre de trucs-là. Là. Tout ce que Tom York fait, le chanteur de Radiohead, c'est tellement beau, c'est tellement. Il a une voix unique. Mhm. Mais tu sais, je suis genre vraiment très ouvert. Moi, il y a pas grand-chose qui me. Tu sais, quand quelqu'un met de quoi, ça me fait plaisir de le découvrir, de l'écouter, puis de. Tu sais, qu'est-ce qu'on écoutait? On a mis beaucoup de playlists lo-fi. Ouais, Ça me fait du bien aussi ces temps-ci de juste écouter du lo-fi. tu m'étonnes. Ouais. Puis tu sais, mettons la trame sonore de Zelda lo-fi. Mhm. Des fois, je tape ça sur YouTube pour ma fille, puis c'est ça qu'on écoute en mangeant. Mais très bien, très bien, très bien. Il y a Clément qui nous Mais dit oui. Salut, j'adore le Québec. Loremlo, vous avez un nouveau Ben, salut subscriber. Clément, merci. Nous Et- aussi, on adore le Québec. Non, mais- Ah, ça commence les petites provocations, c'est bien. Je te remercie pour l'abonnement, Clément. Ok, thématique suivante qui découle de tout ça, des mangas, livres ou BD, comics peut-être, vus dernièrement, quelque chose que t'aimes beaucoup. J'ai j'ai lu beaucoup de Marvel. Ça fait un bout que je suis pas retombé dans. Ah, c'est quoi? Il y a quelque chose que j'ai redécouvert dernièrement. C'est Brian Lee O'Malley. C'est un autre Canadien. Alors ce Comme, nom me dit quelque chose. c'est l'auteur de Scott Pilgrim Ah oui, contre ok, le monde. tout à fait, oui. Puis il a fait plein de livres. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est toujours des histoires de personnages très quotidiens, c'est-à-dire c'est un petit gars de 20 ans dans une banlieue de Toronto, ou c'est une jeune femme qui est copropriétaire d'un restaurant, dans le cas de Seconds. Je sais Mhm. pas s'il va être inversé là, sur S'il est inversé, ben, tant pis, hein. Le mot est simple. Lisez-le à l'envers. Mais ouais, c'est très bon. C'est ça, c'est une jeune femme qui achète un restaurant. Puis elle essaye de juste. Tu sais, mon Dieu Seigneur, je viens de réaliser que ce livre-là, dans le contexte de la pandémie, son restaurant, il doit être vraiment sur le bord de faire faillite. Mais elle découvre qu'il y a un esprit dans son restaurant. Mhm. Euh, il y a comme un esprit, Puis c'est pas un esprit du genre, c'est plus la notion japonaise d'un esprit. Là, il y a Mhm. une entité qui incarne l'âme de la maison. D'accord. Et il y a une de ses employés qui communique avec. Puis c'est très cute, c'est très mignon, c'est très doux. Puis c'est une belle petite fable. Puis j'aime ça parce que Brian Lee O'Malley, tout ce qu'il fait, c'est toujours un peu comme ça, c'est une fable. Euh, Scott Pilgrim doit vaincre les ex de sa blonde Oui, bah, oui, bien sûr. physiquement en mode jeu vidéo. Mais c'est toutes des allégories qui sont, Mm. je sais pas comment dire, des fables modernes, des Ouais. fables geeks. Euh, J'aime vraiment ce qu'il fait. Rien que le film, Scott Pilgrim, parce que moi j'ai pas lu le comics, mais j'ai vu le film, enfin je l'ai trouvé vraiment génial. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ouais, voyons, c'est qui est. C'est Edgar Wright qui a fait. Ouais, bien sûr, Edgar Wright. Ah Grand mon Dieu, que c'est. réalisateur. Ah ouais, c'est vraiment très très bien fait. Là. L'adaptation du comic Mhm. est géniale dans ce cas-là. Puis la musique, la trame sonore de Beck en partie, tellement bon. C'est vraiment excellent. En parlant d'Edgar Wright, je sais pas si tu avais vu la trilogie des Cornetto aussi, je suppose que oui. Je sais pas si je les ai toutes vues. J'ai vu Shaun of the Dead, Ouais, Hot Fuzz. Il est dans ça, ça? ouais, tout à fait, ouais.
C'est quoi le troisième? Il C'est-tu semble. la fin du monde? Ouais, le dernier bar avant la fin du monde. Ouais. Le dernier pub avant la fin du monde, pardon. Ouais. Non, il y a une... comment dire? Il y a une parenté entre l'univers de Brian... de Lee O'Malley puis Mhm. de Edgar Wright, de sa trilogie de personnages, des kidam, mais qui Mhm. vivent des aventures épiques, un peu, quasiment Ah bah là, donjon dragonesque, là, ah bah ouais. là oui. Et alors, je sais pas si tu l'as vu le dernier pub avant la fin du monde, mais la scène finale, sans trop en spoil, l'espèce d'imagerie qu'ils te font derrière, c'est littéralement un gars qui rentre dans une auberge dans Donjons et Dragons et qui prend une quête, quoi. C'est Ouais, c'est très littéralement ça, quoi. Et, tu sens que c'est une ouais, vision ouais. de geek, quoi, derrière, quoi. C'est beau. J'aime beaucoup. Ouais, c'est le fun. Puis c'est intéressant de voir aussi que cet univers-là, les codes de la culture geek, Mm. peuvent être utilisés pour des histoires qui portent des émotions puis des idées grandioses qui sont pas Mm. nécessairement toujours plaquées du chevalier qui sauve la princesse, du Tout à bien fait. contre le mal. Ça peut être aussi des métaphores de notre quotidien qui renvoient à des choses qu'on vit tous, tu sais. La difficulté de vieillir ou le, le fait de devoir vivre avec le passé des gens qu'on aime, tu sais. C'est un peu ça qui est touchant, à la limite, dans Scott Mm, Pilgrim, tu sais, c'est qu'il doit faire le... touchant dans Scott Pilgrim. Je pense que je vais le voir un peu en disant que c'est touchant, mais c'est Ah, faire la paix. je suis bien Ouais, d'accord, en vrai. Clairement. ouais. Et j'aimerais Non, mais bien quand lire le même, comics, tu sais. quand même. Le comics, ça a l'air d'être vraiment sympa. Donc, faudrait Ouais, que je vois ça. il est bien. Mais je pense que le film synthétise bien. Le comic, des fois, il s'égare un petit peu Mm. dans des flashbacks puis dans des trucs qui deviennent très étirés, là. On fait un gros flashback sur le secondaire de Scott. Ouais. Mais c'est très, très bien aussi. Ok. La dernière question pour cette premier chapitre de l'expérience est un peu plus ouverte. Si tu étais un super-héros, si tu sortais d'un comics, ou un super-vilain d'ailleurs, tu serais qui? Ce serait quoi? Comment tu serais habillé? T'aurais quoi comme pouvoir? Qu'est-ce qui pourrait te représenter? Oh, Bonsoir, man. Psychose. C'est dur parce que c'est... Moi, j'aime beaucoup les univers de super-héros aussi. Mhm. Puis j'y ai pensé beaucoup dernièrement parce qu'on a joué à un jeu de rôle qui s'appelle Les Partisans. Je sais D'accord? pas si t'en as entendu parler. Non, du tout. C'est c'est un jeu de rôle français qui se passe justement dans l'univers, je pense, de la bande dessinée, les Partisans. Je sais pas si ça existe, mais Je vais chercher ça. vous me le direz. Puis c'est des super-héros pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Puis j'avais cette idée-là, puis je pense que j'aimerais ça avoir ce pouvoir-là. C'est l'homme le plus chanceux du monde. D'accord. Fait que, ouais, son pouvoir, c'est principalement de pouvoir, grâce à sa chance légendaire, toujours être au bon endroit au bon moment. Fait que de toujours avoir le bon mot, la bonne situation, de pouvoir... Il y avait des pouvoirs qui s'appelaient comme plot armor. Fait que à chaque fois, c'était un pouvoir défensif qui faisait que chaque fois que quelqu'un m'attaquait, il y avait quelque chose de ridicule qui se passait dans le monde qui faisait que je m'en sortais indemne. Ou Ok. presque. Fait que j'aime cette idée-là qu'il est tellement sur son X, là, tellement à la bonne place que les choses se débloquent pour lui. Mhm. Mais j'aimais aussi l'idée que quand il essayait de pousser sa loque, de, comment dire, tenter sa chance, Ouais, ouais. il pouvait aussi provoquer le hasard ou le destin, puis là, ben, il y avait un contre-coup. Des fois, il y avait des Mm. malchances extraordinaires, du genre, c'était la personne la plus frappée par la foudre aux États-Unis chaque année. Ok. J'aimais ce concept-là, je trouvais ça drôle. Mais ouais, ça ou me téléporter. Téléporter, c'est bien aussi. Ouais, c'est très basique, mais pourquoi pas. Ouais, c'est ça, c'est plus basique, là. Ok. Ok, ok. Comment tu t'appellerais du coup? Lucky Man? Je l'avais appelé Golden Boy. Golden Boy, ok. C'était comme une vedette. Il faisait des films de cinéma western Hmm. à Hollywood. Puis il y avait comme une espèce de suit pas possible de cowboy. Tout en or. Ah ouais, ok. C'était dégueulasse. Ça, c'est un beau costume, effectivement. Ok, ok, bah Ouais. très bien. Eh ben écoute, on va voir si tu seras héroïque, aussi héroïque sur la suite de ton expérience. Parce que du coup,
tu as récupéré les clés qui mènent à ta chambre. On t'a indiqué la porte, donc tu es monté à un escalier. Le bâtiment fait un étage en plus du rez-de-chaussée. Tu traverses un couloir, tu passes devant trois quatre portes avant d'arriver à la tienne. C'est la chambre 7. Tu prends ta clé, tu déverrouilles, et puis tu rentres dans la pièce. La chambre tout aussi peu accueillante que le reste de l'hôtel finalement, hein. Tu as tout au plus un lit, une lampe à huile, une petite lampe à huile, parce qu'effectivement j'ai oublié de le dire, mais on est dans les années fin des années 50. Oh, ok. Et du coup voilà, oui, j'ai oublié de mentionner ce petit détail qui peut être important quand même, cela dit. Mais voilà, donc t'as tout au plus une petite lampe à huile, une petite table basse, des rideaux de très mauvais goût, à fleurs, pas très très jolis. Il y en a un qui est littéralement même un peu déchiré. C'est poussiéreux, le ménage n'est pas fait très, très souvent. Mais bon, tu t'installes dans ton lit, de toute façon il commence à se faire tard, il est temps de dormir. Et la nuit passe, alors je suppose, comme tu me l'as dit, que tu es méfiant, donc peut-être que tu ne dors pas ou que tu dors que d'un œil, voilà, c'est ça, tu es réceptif au moindre bruit. Si bien que tu arrives à entendre un bruit, on approche des 2 heures du matin. Donc tu as du mal à t'endormir dans ce lieu-là, hein, et on approche des 2 heures du matin, et tu entends des grincements qui viennent du couloir, a priori les mêmes grincements que ceux que tu avais entendus quand tu montais l'escalier. Et au début, bah, tu entends quelqu'un qui monte l'escalier, donc la première chose que tu te dis, c'est peut-être quelqu'un qui va dormir, à 2 heures du matin, admettons. Sauf que quelques secondes même plus tard, tu réentends les grincements de quelqu'un qui redescend. Peut-être qu'il a oublié quelque chose, je sais pas. Puisqu'il remonte juste après, donc quelques secondes plus tard, il remonte, puis il redescend, puis il remonte, puis il redescend. Ça dure comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes avant que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui fait des allers-retours dans l'escalier, je comprends pas. Et donc voilà, tu as deux choix qui s'offrent à toi, pardon. Soit tu sors de la chambre et tu vas voir ce qui se passe, soit tu restes cloîtré dans la chambre, tu te caches peut-être quelque part derrière ton lit, je sais pas, tu te mets en mode défense, tu prends un objet prêt à te défendre. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Est-ce que tu décides d'être curieux ou est-ce que tu décides d'être prudent? Je pense que je vais prendre la lampe à l'huile puis je vais sortir. Je vais essayer d'être curieux. Donc tu vas être curieux. Et ben on va voir ce qui va t'arriver, mais avant ça, on va continuer un petit peu notre interview, bien sûr. Donc déjà, la question, pourquoi est-ce que tu joues des personnages courageux comme ça dans les jeux de rôle ou t'es plutôt couard d'habitude, genre à te cacher un peu plus prudent? Euh, Dans les jeux de rôle, je vais avoir une tendance à être un petit peu plus courageux. Euh, D'accord. Être un petit peu plus... je sais pas pourquoi, je pense que c'est beaucoup parce que je fais vraiment pas ça dans la vie, là. Je suis Hmm. vraiment du genre plus prudent, réservé. Mais on dirait que dans les jeux de rôle, on dirait que c'est là que je fais ah, je vais faire ça, ça va être drôle. Parce que je vois la scène, puis on dirait que il faut que j'imagine la scène, puis me dire est-ce que ça peut amener du drame? Est-ce que ça peut amener de l'action? Est-ce que ça peut amener une émotion? Fait que souvent, je vais avoir tendance à faire la chose que je sais que c'est peut-être un peu risqué ou dangereux, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis même quand il m'arrive des choses terribles, on dirait que je suis excité à l'idée de faire comme oh yes, je suis content que ça a été une session où il s'est passé de quoi. Je suis déçu Hmm. des fois des sessions de jeux de rôle où on est tous très prudents et finalement l'histoire avance pas beaucoup. Ouais. On négocie beaucoup. On va-tu faire ça? Ah, je sais pas, c'est peut-être dangereux. Moi, j'aime ça quand il se passe de quoi, puis que là, je suis comme genre, je suis quasiment mort, il faut que vous veniez me sauver, Hmm. vite! Qui est un petit peu de retournement de situation, de choses qui se passent. Oui. On Moi, va, j'aime ça. en dernière partie, on aura bien le temps de parler de jeux de rôle, mais pour l'heure, j'ai envie Mm. qu'on parle, toi et moi, de jeux de société. Mhm. Et déjà, à savoir, parce que c'est une des thématiques principales de la chaîne Etu Game, mine de rien. Euh, alors, est-ce que avoir un jeu de société que tu préfères, c'est peut-être compliqué, mais peut-être un genre de jeu que tu préfères, peut-être? Quel genre de jeu te donne le plus de plaisir en tant que joueur? Ouais, c'est aussi, des fois, je me sens un peu comme pour la musique. Là. Ce que tu vas me mettre sur la table, je vais y jouer. Tu sais, j'ai Hmm, hâte de jouer surtout. ok. Mais je dois avouer que j'ai quand même une tendance naturelle vers les euh, deck building. Ah oui.
j'aime les jeux de cartes. Je trouve ça le fun des cartes comme objet. Je trouve ça le fun comment ça peut interagir. J'ai l'idée de construire un deck aussi. Des jeux comme Hearthstone, Magic, Arkham Horror, le jeu de cartes. J'aime construire, que ça me ressemble. On dirait que c'est la partie où je trouve que c'est créatif. Où le jeu dit, vas-y, crée quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui te font juste, ben ça c'est les règles, joue-les au mieux, tu sais. Roule l'algorithme du jeu le mieux que tu peux, puis on va voir combien de points tu fais. Ouais. J'aime ça inventer. J'aime ça partir des possibilités que le jeu m'offre, puis faire quelque chose qui est ridiculement inefficace, mais qui est thématique, qui va me faire voir un personnage ou me faire voir une époque, me faire voir une situation. Je trouve que les jeux de cartes, les deck building font bien ça quand même. Ok, ouais. Tu joues à Magic du coup, parce que tu l'as cité. Ouais, un petit peu. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais j'ai commencé un petit peu en ligne aussi parce que plus jeune, je pense que j'étais juste vraiment fâché par le concept d'avoir à acheter certaines cartes pour avoir le deck que tu voulais. Ouais. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça fait partie du plaisir de la chose, trouver la bonne carte. Mais moi, ça me fâchait, fait que j'aime comment ils l'ont implémenté en ligne. Je trouve ça chouette. Mais je dois avouer qu'il sonne un peu encore rétro. Quand je joue à Magic, on dirait que je vois l'évolution du genre. Je vois à quel point les jeux modernes de cartes ont réglé un paquet de problèmes qui me dérangeaient peut-être un peu dans Magic ou qui... j'aime ça qu'il n'y ait plus de collectibles, tu sais. Que t'aies plus besoin justement de chasser les boosters, d'aller acheter les cartes dans les magasins. J'aime ça que les jeux de cartes évolutifs te proposent une boîte avec toutes les cartes que tu as besoin. Tout est là. Ça me ressemble plus aussi. Après, bon, ça dépend des bourses, bien sûr, mais tu peux toujours acheter toutes les cartes à l'unité sur des sites comme Magic Card Market, mais forcément, il faut dépenser de l'argent. Ce qui fait de Magic un bon pay to win, mine de rien. Tu te trouves la meilleure en des plus avec ma fille Pokémon de Card Game cet été. D'accord, ouais. Je sais pas si t'as joué un peu à Pokémon. J'ai joué que récemment, finalement. Au final, c'était peut-être il y a 1 ou 2 ans. Et je trouve le jeu compliqué pour des enfants, en fait. Ouais, puis c'est plate. Il y a des affaires dedans qui sont un peu comme dans Magic. Juste plate. Des fois, t'as des mains dans ces jeux-là qui sont juste pas le fun. T'es juste, je peux rien faire. Ouais, bah. Et clairement, oui, bah, c'est le problème du mana et puis de l'énergie dans Pokémon où des fois, bah, t'as juste que des terrains ou t'as juste que des cartes mais pas de terrain. Et t'es là, bon, bah, je joue pas. Ouais, c'est ça. J'aime pas les jeux qui, soudainement, dans ton tour, t'es juste... Ben, il va falloir que je jette ma main ou de... Tu sais, j'ai joué à un jeu de Martin Wallace dernièrement que c'était ça. Des fois, ce que tu pouvais faire à ton tour qui était recommandé, c'est fais juste jeter ta main. Tu sais. Tu peux tout défausser si tu veux. D'accord, ok. Mais c'est plate. Je veux pas que ce soit ça, mon tour. J'ai l'impression d'avoir perdu mon tour. Fait que ça, c'est le genre de défaut, je pense, certains deck building, mais de plus en plus, on trouve des façons de pallier à ça, je pense. Tout à fait. Et pour la petite promo, il est possible qu'on fasse des petits lives Magic, donc avec des cartes physiques, mais par cam interposé. Je dis ça aux gens qui sont là. Ah ouais! Surtout Alkedrim qui est dans le chat et Lucky Poire, les gens avec qui je joue. Peut-être demain soir, on verra bien. On sait pas ce qui peut se passer. Un jeu, est-ce que tu peux me citer un jeu qui t'a fait rire, vraiment rire, genre, ou même qui te fait encore rire, hein, genre tu sais que ce jeu-là, on va vraiment bien rire quand on va y jouer, quoi. Il y en a quand même quelques-uns là, qui sont vraiment drôles, mais je pense que celui que j'ai joué dernièrement, là, en fait, j'ai pas eu la chance d'y jouer encore, mais j'ai vu le live de mes amis de Etu Game. C'est J'y crois pas. J'y crois pas. Très bien. Ouais. C'est un jeu de Studio H. Puis le concept, c'est t'as une carte avec une question et à l'endos de la carte, t'as la réponse. Donc, toi, théoriquement, le joueur qui pioche la carte, qu'on appelle, je pense, le Candide, c'est ça son nom en termes de jargon de jeu, là. Mais
il voit la question, puis il la pose. Qu'est-ce qui est arrivé à l'astronaute John Juju en 1978? Puis à l'endos de la carte, il y a la réponse. Ouais. Fait que, mais lui, il la voit pas. Mais tous les autres joueurs voient la vraie réponse, le fait historique de qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre bonhomme-là. Puis ce qui arrive, c'est que tous les joueurs doivent donner une réponse et il y en a un parmi eux qui est obligé de dire la réponse véridique qui est sur la carte. D'accord. Fait que là, il faut un peu que d'instinct, tu fasses il y a eu un accident avec son habit d'astronaute. Puis là, il y en a un autre qui dit il a découvert le golf sur la Lune. Puis ce qui est drôle avec ça, c'est que instinctivement, les réponses que tu sors, des fois, sont tellement... tu y crois. Puis il y a d'autres fois où tu vois que c'est un mensonge, puis c'est juste comme... il s'est juste pas levé, puis il est arrivé en retard. Puis là, tout le monde part à rire, parce que t'es tellement... Il y a la pression de sortir quelque chose rapidement qui soit crédible. Puis des fois, c'est des faits qui sont tellement insolites que même la personne qui dit la vérité, tout le monde se met à rire, puis la personne est comme « Mais non, c'est la vraie affaire, c'est ça qui est marqué sur la carte. » Fait que c'est très, très drôle. On s'est vraiment bien amusé. Puis c'est le fun aussi parce que c'est une espèce de gymnastique mentale où tu dois rapidement trouver une réponse crédible. C'était vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, en tout cas, j'ai hâte d'y jouer, mais ça se joue bien par vidéoconférence. Fait que je me sens là de pouvoir y jouer dans le temps des fêtes. Là. Alors, tu me dis, ça s'appelle J'y crois pas. Ouais, j'y crois pas. Je Philibert, ok. Mais je dois avouer, la boîte est un peu lerte. Je m'excuse à Studio H. C'est comme Hit or Miss Studio H, des fois au niveau du visuel. Ils ont des que tu regardes puis tu as le goût de jouer. Puis il y en a d'autres qui ont l'air un petit peu sortis des années 90. Ouais, je vois la boîte, c'est vrai qu'elle fait un peu vieille. Ok. Un petit peu, mais tu sais, ils voulaient, je pense, véhiculer le fait que vous allez avoir du plaisir. C'est comme coloré, puis... Ok. C'est très bon, par exemple. Un autre jeu qui t'a, à l'inverse, pas à l'inverse tout à fait, mais un jeu qui t'a fait tryhard, un jeu qui t'a vraiment pris au trip pour dire je veux gagner, là je veux être pas forcément le meilleur, mais je veux accomplir le meilleur de ce que je peux donner sur ce jeu-là, qui t'a vraiment faire beaucoup de parties, etc. Ouf. Il y en a quand même pas mal, mais je pense que celui qui m'a marqué, c'est... j'hésite, mais je pense que c'est celui que je vais donner. Là, c'est Pandémie Legacy. Ok. C'est donc un... Pandémie, c'est un jeu coopératif dans lequel tous les joueurs travaillent ensemble pour sauver le monde de plein de virus. Fait que c'est super, super thématique dans le monde dans lequel on évolue. Mais c'est classique, là. C'est Pandémie de Matt Leacock. C'est un jeu qui est sur le marché depuis une dizaine d'années. Même, je pense qu'ils ont célébré leurs 20 ans, si je me trompe pas. Mais en tout cas, vraiment très bon. Un super jeu d'équipe où tout le monde travaille ensemble. Mais le Legacy, ce qui est cool, c'est que chaque partie va faire que tu dois modifier le matériel de jeu. Ouais. C'est comme une campagne, là. Fait que tu finis une partie, puis si tu t'es vraiment planté, ça se peut que la Belgique a été détruite. Puis là, il faut que tu mettes des collants sur la planche pour te souvenir que, ah mon Dieu, on n'a pas pu sauver Bruxelles à temps. Ou genre là, il faut vraiment faire de quoi pour Moscou parce que là, il nous reste vraiment... C'est chouette, mais ce qui est cool, c'est que ça met des enjeux qui sont intenses. Tu veux sauver tout le monde. Puis je me souviens, avec mes amis, c'est un jeu coopératif, on travaille en équipe, mais il y a vraiment des moments où avec la gang qui jouait, on s'est mis à parler fort, puis on était comme « Moi, je ferais pas ça. Non, je pense pas que tu devrais faire ça à ton tour. » Puis l'autre était comme « Gars, c'est mon tour. » Puis ça devenait émotif parce qu'on voulait sauver ces villes-là. On voulait éviter que la situation se détériore. On voulait aussi avoir des... Parce que plus tu rates de parties, plus les futures parties deviennent difficiles parce que là, tu dois contourner certaines villes, tu dois construire des nouvelles routes. C'est vraiment chouette. C'est vraiment un super bon jeu. Très, très narratif. Mais man, c'est tough. Là. Je me souviens dans l'histoire, il y a des moments en fin de partie où on te demande de
de choisir certaines villes, là, tu sais, puis la décision est comme déchirante. Je me souviens, à un moment donné, mais je pense que c'était Montréal qui était comme, non, on peut pas nuker Montréal. Enfin, même pas, non? Ça L'arme serait atomique, terrible. on l'utilise pas, là, pas question. On s'était mis. Tu sais, le jeu t'offre des affaires qui ont pas rapport, là, de. Puis tu deviens très, très émotif. Puis je me souviens que. Je pense qu'on avait fait les bons choix. On n'avait pas utilisé l'arme atomique contre Montréal. Puis je pense qu'on en était fiers. Je pense qu'on a perdu la campagne, mais on a travaillé fort. Ok. Ouais, avec mon invité de la semaine dernière, avec Maxime, on en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que le jeu a l'air cool. C'est des jeux à usage unique au final, ça pour le coup. Tu l'achètes et puis après c'est comme un jeu de rôle finalement. Mais il n'y a pas de maître du jeu. Ouais, exact. Tu sais, c'est sûr que c'est ça le gros défaut des Legacy. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais tu sais, moi j'ai fait 24 parties de Pandémie Legacy. Puis tu sais, j'ai des jeux sur mes tablettes que je suis comme. Ce jeu-là, il m'a coûté 180$. J'y ai joué 3 fois en 2 ans. Hmm. Tu sais, c'est comme un pensez-y bien, mais ce qui m'écoeure, c'est surtout le jeter le plastique puis le carton à la fin. Tu sais. Il y a comme plus rien à faire avec un Legacy terminé. Tu sais. Il est juste mort. Hmm. C'est triste un peu, on dirait. Mais c'est des bons jeux. Mais c'est sûr que. C'est peut-être l'histoire de te donner, ouais, t'as vécu une aventure, t'as vécu une histoire, et puis maintenant c'est fini, mais tant pis, quoi, dans le principe. Mais Ouais, ok. exact. J'ai vu des gens faire des œuvres d'art avec leur vieille planche de Pandémie, là, de la mettre dans un cadre, Ah, tu de peux. faire du découpage. Ouais. Tu peux. Bonjour à GazDDR qui vient de nous rejoindre. Ok. Pour un autre jeu, une autre référence, peut-être un jeu où tu es définitivement nul, mais t'es vraiment nul, mais t'adores y jouer. Parce qu'il y a un jeu où vraiment les gens ils se disent putain, on va encore jouer avec toi. C'est possible que non, hein. Mais toi, t'adores ce jeu. Oh mon dieu, il y a tellement de choix. Ah, Euh, c'est ce que je préférais entendre. Mais je sais pas si t'as entendu parler de Root un peu. Root? Non. C'est un jeu qui est très très beau d'ailleurs. C'est comme un jeu de conquête militaire dans une espèce de petite forêt bucolique. Et t'incarnes les animaux de cette forêt-là qui ont une situation géopolitique super complexe. Hmm. Fait que t'as des petits oiseaux qui sont les anciens rois de la forêt qui essaient de reprendre le contrôle avec leurs armées de mercenaires. T'as la marquise du chat qui, D'accord. elle, est la nouvelle propriétaire des lieux, puis elle est très industrielle, nouvel ordre. Fait qu'elle coupe la forêt pour faire des moulins, puis produire des ressources, etc. Puis t'as les rebelles qui sont les souris et les lapins qui doivent se cacher dans les villages, traverser les forêts la nuit. C'est vraiment super imagé. C'est génial. C'est asymétrique aussi. Chaque faction a une façon complètement différente d'aborder le jeu. Mais Seigneur, que je pense que j'ai jamais gagné une game. J'ai jamais remporté une partie. C'est dur. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je perds. Je sais pas. Je pense que j'essaie trop d'incarner l'histoire parce que c'est super... je sais pas comment dire, c'est imagé. Tu les vois, tes petits rongeurs, construire leur rébellion en secret. Mais je fais jamais comme le gros push. Ouais, Le t'es pas gros tactique, coup final. Ouais. C'est ça. Je laisse tomber la tactique un peu plus au profit de construire leur petit univers, leur petit univers social, puis je perds. Mais c'est le fun! C'est vraiment le fun. Et donc ça s'appelle Root, R2OT. Très bien. Ouais, version française chez Matago qui est super belle aussi. Vraiment, c'est vraiment très bien. T'es en train de refaire ma ludothèque là, c'est bien. Il faudra que j'achète plein de choses. Heureusement, Noël approche. Je vais faire une petite wishlist bien complète. Ça marche. Ok. Est-ce que toi, t'as des idées de jeux que tu voudrais créer, de jeux de société, de jeux de plateau, ou peut-être que tu l'as déjà fait, je sais pas. Pas forcément sans nous les dire, si c'est secret, c'est possible, mais est-ce que t'as des idées particulières
Mais j'avais eu quelques idées. Je pense qu'un moment donné, quand tu commences à t'intéresser au jeu, il y a toujours un moment où tu te dis, ah, je vais faire mon jeu, je vais faire un prototype, je vais le montrer à quelqu'un. Puis... Mais c'est tellement dur, c'est tellement de travail faire un prototype de jeu. Surtout que tu joues à ton jeu puis tu fais, oh my god, que c'est poche, c'est pas bon, c'est fâchant parce que t'es obligé d'y jouer puis y jouer c'est long puis faut que tu le fasses jouer à tes amis. Fait que là tu demandes à tes amis de venir, d'essayer un jeu mi-cuit. Puis tout le monde est comme, ouais, ça marche vraiment pas. Puis tout le monde a une idée pour ton jeu qui est juste pas le jeu que t'avais en tête, mais moi, pour répondre à ta question, j'avais un jeu de politique en tête. Je voulais faire un jeu D'accord. de campagne électorale. Où est-ce que tu t'incarnes un parti et tu dois présenter des députés dans chaque circonscription. Puis là, chaque circonscription avait des préférences, avait des sujets chauds. Il y avait l'actualité. Fait que là, tu voulais te coller un peu à l'actualité, mais en même temps, il y a des comtés pour qui ce sujet-là, ben c'est vraiment une... Ils veulent pas en entendre parler. C'était bien, mais je pense que en faisant un peu de recherche, j'avais joué à beaucoup de jeux dans cette thématique-là, puis ils étaient tous tellement bons que je me suis senti un peu intimidé par les concepts qui existaient déjà. Mais je l'ai encore quelque part dans un tiroir, là, dans un sac Ziploc. Peut-être un jour, je vais y retourner. Clément qui dit un jeu de politique en jeu de rôle peut être bien en vrai. Oh, c'est vrai que ce serait cool. Ça peut être un marrant. Genre de... Pour vrai, c'est quand même... Moi, j'aime ce genre de jeu-là où est-ce que t'as à manigancer, mais tu sais, carrément époque moderne, mais tu joues genre House of Cards, le jeu de rôle, tu sais. Ah, ça peut être sympa. Je sais pas si ça Ouais. existe déjà, peut-être, mais ça peut être sympa. Est-ce que tu as joué à un jeu que j'ai acheté récemment, que j'ai découvert il y a moins d'un an, qui s'appelle, alors je peux pas tellement le dire le nom publiquement, donc je vais vers Secret Dictateur allemand. Oui, j'ai joué à ça. Puis, man, c'est vrai que ça... Nous autres, on avait capoté. On avait vraiment aimé, parce qu'on aime beaucoup Résistance. Le système est comme super malin. Puis je trouvais que ça abordait bien cette question-là, genre sans être, comment dire, très dans ta face. On va parler genre d'occupation allemande ou de l'Allemagne des années 30. C'était très... je trouvais que c'était bien amené la question de comment est-ce que subtilement des partis politiques peuvent s'infiltrer dans le système, être légitimés, puis devenir finalement le chancelier de l'Allemagne. Tu sais, c'est fou ce phénomène-là, mais en parlant avec beaucoup d'Européens, surtout, j'ai vu qu'il y avait vraiment une sensibilité autour du jeu. Toi, tu l'as senti comme ça? Bah, alors, une sensibilité dans quel sens? Parce que... Moi, nous, j'ai on l'impression y a qu'il y a beaucoup de joué. gens pour qui la thématique, ça passait pas du tout. Ouais. Puis ils le voyaient aussi un peu comme une forme de... Pas de provocation, mais peut-être d'effet facile pour vendre des boîtes, tu sais, genre. Alors, il faut savoir que nous, on l'a acheté sur Amazon parce que on l'a pas trouvé en magasin. Mais peut-être qu'il existe en magasin, très probablement d'ailleurs, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment cherché ou quoi. Mais c'est vrai qu'il a l'air d'être peu vendu. Mais quand même, il est quand même connu, je pense, parce que j'ai plein de gens à qui j'en parle en France qui le connaissent. Peut-être que dans le chat, des gens le connaissent également. Et pour le coup, bah, c'est vraiment un super jeu. Et le fait est que la thématique est pas réellement... il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de symbole de croix gammée, il n'y a pas de... Au final, ça aurait pu être justement un jeu basé sur de la politique basique avec soit t'es de droite, soit t'es de gauche, et puis les gens de droite ou les gens de gauche sont les méchants, peu importe. Bon, après, c'est un peu plus facile de prendre cette thématique-là parce qu'au final, bah, du coup, on sait qui sont les méchants. Là, il n'y a pas trop de débat à avoir. Ouais. Mais ouais, non, je sais pas, j'ai eu du mal à le trouver, et pour autant, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce qu'ils ont sorti une version, je pense que c'était un print and play, qui s'appelait Secret Voldemort. Ah oui. Ah bah ça peut marcher aussi dans le principe, tu vois. Ouais, puis ça, pour vrai, j'ai l'impression que si ça avait été ça d'emblée, ce genre d'idée-là de
Secret Darth Vader ou Hmm. Secret Thanos ou on dirait que peut-être que ça aurait mieux passé parce que nous ici en Amérique, j'ai l'impression qu'on a comme une espèce de recul historique qui fait qu'il y a plein de gens pour qui les nazis c'est une blague. Hmm. Genre j'ai l'impression que pour nous c'est pas c'est pas choquant de voir des nazis utilisés comme méchants faciles de films d'action ou de méchants faciles d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo. Mais des fois, j'ai l'impression que ça va sur une zone grise où c'est peut-être un peu trop près de la réalité. Puis moi, j'ai des amis qui m'ont dit carrément que pour eux, ça les avait choqués parce que ça manquait de sensibilité un peu que pour beaucoup de gens, non seulement c'est encore sensible, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont perdu des proches, je veux dire, des aïeuls, des ancêtres dans ce conflit-là. Puis qu'en plus, il y a aussi cette idée-là de l'extrême droite qui est, c'est très présente, puis des fois, c'est dur de spotter qu'est-ce qui est du dog whistling, là, ce qu'ils appellent, de genre, on fait un jeu sur les nazis, on fait semblant que c'est une blague, mais finalement, il y en a qui le prennent au premier degré et qui font, c'est le fun, un jeu qui parle de mes croyances vraiment dérangeantes. Puis je pense que c'est pour ça que certaines personnes étaient un peu froissées par la thématique. Puis je dois avouer que c'est ça un peu, quand même, c'est vrai. Ça aurait pu être n'importe quoi. Il aurait pu faire un jeu qui s'appelait juste Secret... là, ils ont fait Secret Trump aussi, là. Oui, d'accord, très bien. Ça marche bien aussi. Mais là, c'est encore plus d'actualité, du coup, donc c'est encore plus, encore plus difficile, quoi, dans le principe. Oh my god. Mais à l'époque, c'était une blague, je pense que c'était en 2016, mais après Trump, il était plus si secret. Non, clairement, non, il était plus si secret, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Dernière question sur cette thématique. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as joué à un jeu de société? Est-ce que tu as ce premier souvenir-là ou pas du tout? Peut-être pas, hein. Wow. Je te fais remonter dans l'expérience. Ouais, là, ça... Oh man, ça remonte à loin parce que je me souviens d'avoir joué à Risk au primaire. Ce qui est comme la petite école. Je dois avoir 7-8 ans. Puis on l'avait à l'école. Mais chez nous, on n'avait pas de jeu de société. Puis je pense pas que mes parents m'auraient acheté une boîte de Risk neuve. Fait que je l'avais fait en papier. Je me souviens d'être chez nous, puis de faire la carte, puis de faire des pays, un peu comme je me souvenais, je pense, dans ma tête, puis je les avais dessinés, puis j'avais découpé plein de petits bonhommes, je me souvenais plus toutes les règles, mais je savais qu'il y avait des dés, fait que j'avais ressorti les dés, j'avais ressorti les bonhommes en papier, puis on avait joué sur mon Risque en papier. D'accord, bah c'est pas mal. Alors que moi, à l'inverse, quand il y avait Risque dans le centre aéré, le centre de loisirs dans lequel j'étais, et en fait, on jouait avec les bonhommes, mais on connaissait pas les règles. Du coup, on se faisait des guerres avec les bonhommes. C'était le début de Warhammer, je suppose, quand on découvrait ça. Mais avec les petits bonhommes, on s'inventait nos propres règles et tout ça. C'est drôle. Je dis bonjour à Dudy, pardon, excuse-moi, qui vient d'arriver sur le chat. Et Ishural, un ancien invité qui était là il y a 2 semaines. Coucou. Bien le bonsoir à toi. Ok. Bonsoir. Donc, on va continuer parce que là, tu viens de sortir du coup de la chambre. Tu as ta petite lampe dans les mains. Un peu inquiet, hein, faut dire ce qui est pour le coup. Et donc tu sors et tu regardes un petit peu au fond du couloir, tu regardes à l'endroit où il y a l'escalier et tu vois un espèce d'homme un peu dans la pénombre, donc tu n'arrives pas à définir qui il est exactement, il est un peu trop loin, faudrait que tu te rapproches, mais l'homme il monte et il descend les escaliers avec ce qui a l'air d'être une hache dans sa main. Et il a sa hache et puis il monte et il descend, mais il a l'air d'être un peu perdu, un petit peu dans un autre monde. Est-ce que tu te rapproches pour voir qui c'est peut-être ? Ou au contraire, tu te retournes te cacher dans la chambre? Je pense que je me dis ok, il y a peut-être besoin d'aide, peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé en bas. Fait que je vais rester sur le qui-vive, là, je m'approcherai pas. Mais je vais aller dans cette direction, puis je vais faire avez-vous besoin d'aide, monsieur? Ok. Donc tu te rapproches, effectivement tu dis ça. À mesure que tu te rapproches, la lumière éclaire un peu plus le visage de la personne et tu reconnais le tenancier en fait de l'auberge, de l'hôtel qui a l'air,
il y a un petit détail qui choque quand même, c'est qu'il a les yeux révulsés, il a les yeux complètement révulsés, et il a l'air d'être dans une espèce de transe complète. Du coup, tu le vois, il a sa hache, et il te remarque quand tu dis ça. Il te voit, et soudainement, il a l'air d'être déterminé à quelque chose. Et il commence à se rapprocher de toi un peu lentement, un pas, toujours en marchant, mais un pas un peu plus accéléré quand même. Et il a l'air déterminé à quelque chose. Donc toi, tu as la lampe dans ta main. Est-ce que tu décides de l'attaquer, de truer sur lui pour essayer de le combattre, ou est-ce que tu décides de rentrer, te cacher dans la chambre, verrouiller la porte peut-être, et te mettre en sécurité? Oh my god. Je pense que peut-être d'instinct, là, je vois la hache, je vois son état, genre, je mets une main devant, mais quand je vois qu'il approche, je pense que instinctivement, je vais lui donner un coup avec la lampe. Bang! Ah, ok. Donc tu vas te préparer à combattre, mais on va, petit cliffhanger avant même de continuer. Donc là, toujours en fait dans la même dynamique, tu joues pas le coir, là tu joues l'attaquant pour le coup, tu veux vraiment voir ce qui va se passer. Ça va être intéressant. Mais donc on va du coup parler de jeu de rôle, parce que ça c'est une situation typique de jeu de rôle. Et ma première question c'est, mais je pense avoir peut-être la réponse, est-ce que tu préfères être maître du jeu ou joueur? Je pense que j'aime ça, être maître de jeu. Ouais, je Ouais. pensais ça aussi. Ouais. Ouais, je sais pas si t'es maître de jeu ou joueur plus en général. Alors moi, par la force des choses, je suis principalement maître du jeu parce que je suis toujours greffé à des groupes où il y a des gens qui connaissent juste pas le jeu de rôle. Donc Mhm. par la force des choses, je deviens maître du jeu, mais j'ai une vraie préférence pour être joueur. Quand je suis allé au Canada pendant les 6 mois, j'ai été dans un petit club dans le cégep où j'étais, dans un club de jeux de société et jeux de rôle. Et en fait, j'étais joueur la majorité du temps. On faisait 3 sessions par semaine et Ah de ouais. 4 heures. Ouais. Ah ouais, non, c'était mon stage de jeu de rôle. Donc clairement, ouais, j'étais joueur et je prenais vraiment mon pied. Et du coup, ouais, toi, tu préfères être maître du jeu? Pourquoi est-ce que tu préfères ça? Lorem Ben, Law, c'est sûr, vous c'est avez un difficile, nouveau là. J'hésitais subscriber. beaucoup, mais je pense que je préfère ça parce que euh, ben, j'ai l'impression de jouer plus. Hmm, ça a du sens. Ouais. Tu sais, j'essaie de faire attention à ça, là. Je veux pas prendre trop de place non plus comme maître de jeu, mais forcément, tu fais tous les méchants, fait que ton tour revient plus souvent aussi. Hmm, hmm, Euh, hmm. un tour où tu as une décision à faire, où il faut que tu bases des dés, il faut que tu choisisses un sort. Fait que juste ça, déjà, t'es un peu plus présent. Puis j'aime ça, jouer. Fait que c'est sûr, le plus que j'en ai, le plus j'aime ça. Mais en même temps, j'aime ça aussi, trouver un personnage unique, puis Hmm. creuser ce personnage-là, bien apprendre ses aptitudes, parce que c'est... Moi, je suis de même, là, comme maître de jeu, là, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que quand j'ai trop de monstres, ou que je joue pas aussi bien que quand je suis joueur. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais, je vois, Que tout à fait, ouais. T'arrives moins à mes incarner ton personnage. décisions... Ouais, mais ils sont moins tactiques. Je vais Hmm. choisir le mauvais sort au mauvais moment. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Genre là, ils vont me tuer, puis ils vont tout encercler. Puis... Tu sais, quand t'es joueur, t'as comme le temps de penser à la meilleure affaire parce que t'as juste ton personnage à, comment dire, à guider. Et quand t'es maître de jeu, des fois, t'es comme ah, j'avais oublié que j'avais cette aptitude-là parce que Hmm. là, j'ai comme Ça m'arrive 4 souvent, ouais. monstres. Ah, man. Clairement, oui. Ouais. Fait que ça me dérange un peu. Puis en même temps, faut que tu laisses aller un moment donné parce que. Hmm, hmm, hmm. Ça m'a amusé sur la chaîne du coup, et tu game, tu as fait une vidéo sur les différents types de maîtres du jeu. Et donc toi, tu te définissais comme le maître du jeu trop gentil. Euh, Est-ce que tu as un exemple, une anecdote peut-être par rapport à ça, où tu te rends compte que tu as été vraiment trop gentil, alors que tu n'aurais peut-être pas dû, des choses que tu as acceptées que tu n'aurais pas dû? Est-ce que tu as une anecdote? Ah, ça arrive tellement souvent, là, il y en a tellement. Tu sais, des fois, c'est des détails de quelqu'un qui fait comme hey, est-ce que c'est possible que je puisse prendre l'épine du démon pour l'attaquer avec sa propre épine? Puis là, dans ma tête, je suis comme ben non, sans doute que non. Voyons, il y a pas ça dans les règles, fait que tu peux pas le faire, mais en même temps, je suis comme t'as eu une bonne idée, t'as pensé un peu en dehors de la boîte, puis je veux pas te punir, t'es là pour avoir du fun, puis on veut pas non plus systématiquement toujours se faire dire non, tu peux juste attaquer ou tu peux juste faire tes. Tu, sais, tu, Hmm. tu veux avoir cette petite étincelle de surprise là, fait que j'ai tendance à faire comme ben oui, vas-y, fais-le. Puis là, tout le monde fait ah ben moi et tout, je vais faire ça d'abord. Moi aussi, je vais faire ça
Là, c'est comme, oh non. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai Ok. créé? Oh non. Oui, c'est souvent ça. Ah, puis des fois, c'est juste, je veux pas les voir mourir. Tu sais, je les aime, ces personnages-là. Fait que Hmm. c'est dur pour moi quand il y a une situation où la personne s'est carrément mis dans une situation mortelle volontairement pour justement essayer de voir si elle peut pas avoir un petit peu de drame. Je me souviens dans notre campagne de Tomb of Annihilation, j'ai un ami qui est allé voir seul la magicienne qu'il avait rencontrée dans le cœur d'Utao, qui est comme une espèce de caverne volante au sommet de la jungle. Il était allé là tout seul, sans savoir, spoiler alert, que c'était une méchante. Puis tu sais, il était tout seul. Puis là, elle s'est comme transformée, puis il a dit « Oh non, je me pitch en bas! » Puis j'étais comme « Tu te pitches en bas? » Je me pitch! C'est 300 pieds de haut. Puis là, j'étais juste comme Ok. « On va finir la session là. » Puis là, j'y ai pensé toute la Cliffhanger. semaine, puis je peux pas commencer la session en faisant juste T'es mort. « Pouat! T'es mort! » Fait que j'avais trouvé une façon comme de le sauver en utilisant les forces mystiques de la jungle. Le Je me suis senti TGCM. mal. C'est ça, tu sais. C'est ce genre de truc-là que j'ai tendance c'est de me corriger parce que je pense que c'est le fun, je pense que c'est correct de le faire. Mais si tu le fais tout le temps, les joueurs ont juste plus le sentiment du danger. Hmm. C'est ça le gros danger, je pense, avec cette attitude-là d'être un peu trop permissif. C'est comme maintenant, ben, les joueurs sont à chaque fois qu'ils sont sur le bord de mourir, ils font ah attends, je peux-tu genre faire ça? On peut-tu dire que mon Dieu intervient à... Un moment donné, il faut que tu mettes une limite et que tu fasses Mais- comme. Ben Je là, pense t'es que quand mort. tu le décris bien, tu sais, quand tu viens comme mettre du sens dans la mort de quelqu'un, ça passe mieux. Tu sais, quand tu la décris, puis tu vois la scène comme dans un film, le joueur l'accepte un peu mieux. Ok, Qui est ok. mort. Et du coup, autre question qui découle un peu de ça. En tant que maître du jeu, tu vas peut-être rigoler avec cette question-là, mais as-tu déjà triché en tant que maître du jeu? Est-ce que les dés ont fait soudainement le résultat qui n'était pas inscrit sur le dé pour faire autre chose qui t'arrangeait peut-être plus? Oh my. Le Et pire, ça, c'est que ça reste entre nous. Ouais, Chut. Le chat, on se tait. Oui. Oui, tout à fait. Puis le pire, c'est que j'ai même fait une vidéo qui proposait aux gens de pas tricher ou de tricher le moins possible. Mais je pense que c'est inévitable. Je sais pas, toi, ça t'arrive-tu des fois de... Oh, ça m'arrive très souvent. Et tu sais, j'ai une anecdote à propos de ça. Une fois, du coup, j'ai triché, c'est-à-dire que je rolle le dé et puis j'annonce le résultat. Ça s'est très bien passé pour le joueur, ou je sais plus exactement d'ailleurs l'issue du résultat. Et la personne me dit, et ça m'a vraiment gêné, mais t'as pas regardé le résultat? Si, je l'ai vu du coin de l'œil. Tu sais, en fait, j'ai vraiment jeté le dé en les regardant dans les yeux et j'ai fait, ça passe! Et ben non, j'ai pas regardé le résultat, du coup. Oh, man! Ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Ça m'est arrivé qu'une fois. Mais oui, ça m'arrive de temps en temps, bien sûr. Bah, je le fais le moins possible quand même. Justement parce que je veux pas tuer mon joueur, que là c'est trop con, il va mourir vraiment de façon trop conne, ou qu'à l'inverse, des fois j'ai envie de punir un joueur qui vraiment a fait chier, parce que on en parlera, hein, il y a des joueurs des fois qui sont un peu hard. Oh, oui. Mais c'est dur parce que c'est ça, c'est un... Quand tu te mets à tricher, on dirait que tu viens de mettre le doigt dans un engrenage. Ou... Moi, en tout cas, personnellement, je sais qu'il y a une session où je triche. Après ça, je me dis, bon, là, j'ai fait pencher un peu le hasard du côté des joueurs. Fait que là, il faut que je le mette un peu du côté des monstres. Je sais pas pourquoi je fais ça dans ma tête. On dirait que je veux rétablir l'équilibre. Oui. Puis, je me souviens, par exemple, j'avais roulé des... On a une règle maison dans laquelle, moi, comme maître de jeu, je roule les jets de sauvegarde contre la mort de mes joueurs derrière l'écran. Pour pas que personne soit au courant à combien d'échecs ils sont rendus. Tu sais, ça crée une tension parce que le monde sont comme... Là, ça fait 4 jets de sauvegarde contre la mort qui roulent. Fait que là, il pourrait être mort, mais peut-être qu'il a roulé 3 succès, peut-être que... Fait que je trouve ça le fun, ce que ça crée, mais j'ai vraiment du mal à brasser un jet de sauvegarde contre la mort puis d'être honnête. Souvent, je vais faire comme 2 échecs. Je vais dire que c'était un succès.
Puis je me souviens qu'à un moment donné, je m'étais mêlé dans mes jets de la mort. Puis il y avait 2 joueurs qui étaient inconscients. Puis j'avais fait la décision consciente de tuer un de ces 2 joueurs-là. D'accord, ouais. En faisant comme... C'est trop louche si les 2 survivent. Il faut qu'il y en ait un qui meurt. Puis les 2 ont roulé 4 jets de sauvegarde contre la mort. Je me souviens plus qui a roulé quoi. Bon, Sylvain est mort. C'est ça que j'ai fait. Là, j'espère qu'ils écouteront pas cet épisode-là. Non, mais on a dit ça reste secret. De toute façon, il y a prescription. C'était il y a combien de temps? C'était pendant le confinement. Ah non, il n'y a pas de prescription, alors c'est trop récent. Donc on leur montrera pas. Ok. Eh bien, très bien. Selon toi, et justement parce qu'on parlait des bons joueurs, quelle qualité doit avoir un bon joueur, et à l'inverse, qu'est-ce que doit éviter de faire un mauvais joueur? C'est quoi le profil des joueurs que tu adores et le profil des joueurs que tu détestes dans tes games? Je pense que ce que je sais que j'aime pas, c'est un joueur qui cesse d'avoir du plaisir dans l'échec. Parce que Donjon Dragon, des fois, c'est dur. Des fois, t'es pas bon. Des fois, tu rates. Et ça me fait de quoi? Ça me fait de la peine, on dirait, quand un joueur, soudainement, comme « Ben oui, c'est sûr, ça marchera pas. Tous mes sorts échouent. Ben c'est sûr, c'était niaiseux, cette idée-là. » On dirait que je trouve ça dommage, parce que j'aime... Ben peut-être que c'est le penchant, c'est peut-être ce que j'aime chez un joueur, c'est les joueurs qui ont du plaisir dans l'échec, en voyant leur personnage débouler le long d'une falaise, ils sont hilars, ils trouvent ça drôle, ils sont bons joueurs, tu sais, juste... Faut accepter des fois que ton personnage n'est pas aussi héroïque que tu le crois. Des fois, quand un joueur arrive autour de la table en présentant son personnage, en disant « Là, mon personnage, il est tellement cool, il est tellement badass, il fait ci, il fait ça. » Puis qu'il propose quelque chose en faisant « Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer direct dans la tête du roi des démons. Puis là, j'aimerais ça qu'il tombe à terre mort, puis que tout le monde soit comme genre... Puis là, t'es comme... C'est pas comme ça que ça marche dans Donjon Dragon, tu sais. Ça se peut que... Tu rates. C'est ça, l'expérience qu'on a souvent de jeux de rôle à titre personnel, c'est vraiment quelque chose comme... en fait, c'est un autre personnage que toi, mais c'est pas forcément le héros de film, quoi. C'est un mec qui va pouvoir rater, c'est un gars lambda dans un film d'aventure, en fait. C'est le chevalier numéro 4, là, le figurant numéro 4, bah ça, c'est ton personnage. Donc, il vit sa vie, mais il peut échouer, dans le principe. Ouais, c'est important, vraiment, parce que sinon, j'ai l'impression que t'auras pas de plaisir comme joueur si chaque fois que t'as un échec, c'est comme si ça c'était en dissonance avec la vision héroïque de ton héros qui peut jamais se planter, qui peut jamais perdre connaissance, qui peut jamais ouvrir la mauvaise porte. Il faut vouloir mener aussi se salir un peu. Je pense. Faut être prêt à ça. Un bon joueur, j'aime les joueurs qui sont prêts à se salir un peu ou à passer une session un peu plus silencieuse. Ça arrive des fois aussi où ton personnage est moins la vedette. Bien sûr, ouais. Puis j'aime ça que des joueurs qui sont bons publics, tu sais, qui écoutent les autres, qui écoutent ce que les autres font, puis qui ont autant de plaisir à voir la réussite du roublard qui essaie d'infiltrer le château en solitaire pendant 1h30. Tu sais, c'est plate quand tu sens qu'il y a un joueur autour de la table qui décroche vraiment parce que c'est pas son tour. Ouais, bien sûr. Ouais, je vois bien. Fait que ça, carrément. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire des games avec le moins de joueurs possible. Enfin, le moins de joueurs possible. Moi, généralement, c'est 3-4. C'est quoi, toi, d'ailleurs, ton chiffre préféré de joueurs autour de ta table? Ouais, j'aurais tendance à dire, avec les années, là, de plus en plus, ce serait 3 joueurs. Ouais, 3 joueurs, c'est bien. Ouais. Parce qu'avant, tu sais, quand j'ai commencé à jouer, j'avais toujours 7-8 joueurs autour de la table. C'était toujours 7-8. Puis c'est comme ça que j'ai appris à jouer, tu sais. Ouais, 7-8, c'est énorme. Ouais, c'était énorme. On avait vraiment beaucoup de fun, mais ça faisait des combats qui en finissaient plus. C'est comme rendu ma norme dans ma tête. Puis on dirait que là, je trouve ça le fun, les versions plus légères. Juste 2-3 joueurs. Même un joueur, je trouve ça le fun. Juste des one-on-one, là. Bien sûr, ouais, tout à fait. On dit dans le chat, le problème du jeu de rôle, c'est que je trouve ça très bien, mais très long. Ah bah ça, après, il y a des one-shots aussi. Hein. Il y a des sessions one-shot. Ouais.
Et on lui répond, une bonne histoire, c'est une histoire qui prend son temps. Il faudra qu'il répond ça, tout à fait. Je suis très d'accord. Ouais, puis moi, je dois avouer, là, j'ai découvert ça récemment, là, mais c'est vrai que des sessions avec juste un joueur qui dure 1 heure, Mhm. c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment le fun parce que tu as le goût d'y retourner. Tu as juste eu un peu d'action, puis tout se passe très vite parce que tu es toujours impliqué comme joueur. Il n'y a jamais de moment où tu es comme, ben là, ça fait 45 minutes qu'on m'a comme pas demandé mon avis. Tu sais, mais un joueur, 1 mètre, 1 heure de jeu, 1h30. Moi, c'est des formats que je fais beaucoup ces temps-ci, là, avec le confinement, les enfants à la maison, etc. Puis j'aime vraiment ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc la question, je vois que même sur la chaîne, quand tu en parles, tu parles beaucoup de campagnes que tu achètes, donc des bouquins généralement. Est-ce que tu as déjà créé ta propre campagne? Est-ce que tu... Ou pas du tout Ah, ouais, j'en avais créé beaucoup même. Avant, c'était systématiquement des campagnes que je créais. Mhm. Euh, je touchais vraiment pas aux modules préécrits. Juste parce que j'aimais ça, créer des histoires, créer des cartes, créer des personnages. Mais ça, c'est quand j'étais adolescent puis que j'avais vraiment, vraiment beaucoup de temps libre, là. C'est fou à quel point Donjon Dragon était comme... tu sais, je revenais de l'école puis c'est ça que je faisais. Je dessinais des cartes, je faisais des Mhm. personnages que je mettais dans un gros cartable. Euh, mais c'est ça, c'est une question de temps éventuellement. Mhm. Puis j'ai aussi trouvé des modules qui sont incroyables. Tu sais, les premiers modules que je lisais, moi, quand j'ai commencé, c'était surtout pour la 2e édition. Puis les premiers modules de la 3e édition, ils étaient tous un peu plates, ils étaient tous un peu ennuyeux. C'était beaucoup des combats puis peu d'histoire. Mais là, quand j'ai découvert les Adventure Path de Paizo pour Pathfinder, Mhm. j'ai réalisé que ça pouvait être aussi captivant qu'une série télé ou qu'un roman. Vraiment, il y a des trucs extraordinaires qui ont été faits dernièrement. Aussi pour Donjon, pour l'appel de Cthulhu. Ouais. Puis là, ça m'a vraiment donné le goût d'en faire des modules. Ouais. D'accord, ouais. Ok, ok. Très bien. Dernière question pour ce chapitre, et après on entamera le processus de fin de l'expérience, parce que mine de rien on approche de l'heure cruciale. Si tu, en 1 ou 2 phrases, devais convaincre quelqu'un de faire du jeu de rôle, ou que le jeu de rôle c'est bien, peut-être d'ailleurs pour convaincre Clément qui trouve que c'est un peu long, qu'est-ce que tu pourrais bien lui dire? Je pense qu'en 2 points, je dirais il faut trouver la bonne table. Euh, pas nécessairement au niveau du matériel Ouais, on s'entend. table, mais Si tu joues sur une table de jardin c'est chiant, mais c'est ça. dans une table de salon c'est ok. Pas une table de pique-nique. Non, Mais c'est-à-dire, moi j'aime bien jouer avec des amis proches, Mhm. mais j'ai joué avec toutes sortes de monde, j'ai fait des games en pion, j'ai joué dans des parties à la Gen Con cet été qui étaient super cool, même si tout le monde comprenait rien à mon accent français-québécois. Mais on dirait qu'au départ, la première chose, c'est de jouer avec des amis avec qui on a envie d'écrire une histoire. Fait qu'on on le sait, il y a des amis qu'on a autour de nous que j'ai pas envie d'écrire une histoire avec cette personne-là. Mhm. Je sais que ça va être soit on sera peut-être pas au même diapason. Faut trouver des gens à qui on a des références communes. Peut-être qu'on a le même humour, on aime les mêmes films, on traite peut-être tous les deux sur The Expanse. Il y a un jeu de rôle The Expanse qui sort en plus, mon Dieu Ah Seigneur. bah, génial. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Puis, il faut trouver les bonnes personnes, être tous un peu au même niveau. Puis après ça, j'ai l'impression que pourquoi il faut jouer au jeu de rôle, c'est parce que c'est le jeu le plus libre. C'est le jeu qui permet le plus de choses de tous les jeux qui ont été inventés. Mhm. J'ai du mal à voir un jeu qui offre plus de liberté. Tout est possible. Tu peux être un super-héros, tu peux être une bactérie, tu peux être C'est dans drôle, ça. l'espace, mais tu peux être dans n'importe quelle nuance de science-fiction de l'espace. Mhm. Et surtout, t'as pas le mur de l'ordinateur. Tu sais, j'ai joué à beaucoup de, justement, les Baldur's Gate, les RPG de jeux vidéo. Puis il y a toujours la limite, un moment donné, où tu fais « Ah, si j'étais dans une vraie partie de Donjon Dragon, j'essaierais Ouais, non, bah, ça.
Ça me l'a fait beaucoup là. Là, clairement, en rejoignant Baldur's Gate 3, j'ai pas arrêté de me faire cette réflexion. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu freiné dans le jeu. Me dire putain, mais là j'ai pas envie, enfin j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester ce truc-là là. Je peux pas, ah c'est frustrant. Ouais, tout à fait. Puis, y a pas un jeu qui a des. Je sais pas comment dire, qui représente autant le monde réel. Mm. Parce que c'est pas le monde réel, on s'entend, ça peut Bien être sûr. fantastique, ça peut être de l'horreur, ça peut être du sci-fi, mais au Le monde final, tout est réaliste, quoi, possible. cohérent et qui offre la Ouais, cohérence et les possibilités du monde réel entre guillemets. Ok, exact, puis c'est fou ça. C'est juste pour ça, je pense que ça vaut la peine au moins de le laisser. ok. Eh ben très bien. Eh ben du coup tu as attaqué, pour finir ce petit jeu de rôle du coup, tu as attaqué l'homme, le tenancier du bar qui armé de sa hache essayait de t'asséner des coups. Et donc on va pouvoir inaugurer le jet de dés, à savoir si comment ça se passe, si le combat est en faveur ou en ta défaveur. Et donc pour ça, c'est très simple. Si tu fais un jet de 10 ou moins, ça sera en ta défaveur. Si tu fais un jet de 11 ou plus, ça sera en ta faveur. Allez, on roll ça de suite. C'est un 17. Bravo. Oh my god! Bien joué. Donc tu lui donnes un coup avec ta lampe qui se fracasse et qui explose littéralement sur ce personnage qui pousse des cris, mais des cris des enfers, comme une espèce de double voix au moment de l'impact. Et en fait, ta lampe prend feu au moment du contact, il y a de l'essence qui se répand sur lui et il commence à s'embraser et à paniquer complètement. Donc alors attention, il est très très proche de toi, je te conseille de partir, peut-être que tu vas descendre en vitesse les escaliers ou alors tu essayes de l'achever peut-être. Non, tu descends les escaliers. Je pense que j'y donne un dernier coup de pied, puis après ça, je descends les escaliers, puis je fuis. Ok, donc tu descends les escaliers, et donc là je vais reprendre la narration pour finaliser ce jeu de rôle. Au moment où tu descends, tu repasses derrière le comptoir, et tu vois que derrière le comptoir, tu as une espèce de créature que tu n'arrives pas à décrire. C'est une espèce de petite boule recouverte de membranes un peu insectoïdes, un peu immonde, avec une bouche au milieu de cette boule, et plein de pattes comme des pattes d'araignée qui sortent de cette sphère et qui a l'air d'être en constant mouvement, si tu veux. Au bout d'une de ses pattes, il y a du sang, comme s'il avait été planté en fait quelque part et qu'il avait donné un peu de connaissance ou quelque chose à cet homme, ce tenancier qui est venu t'attaquer. Donc a priori, c'est cette créature qui a l'air d'être à l'origine de tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui lances un objet? Est-ce que tu prends la fuite? Sachant que là, ta santé mentale va sans doute en prendre un coup et on va faire un petit test après ça, évidemment. Mais quelle est ta réaction en voyant cette espèce d'horreur derrière le comptoir? Je pense que je suis juste comme. Je fais ça comme ça de la tête, puis je suis comme. Non, non, non. Et je prends ma lanterne, puis je la casse sur le sol à mes pieds. Alors, tu n'as plus de lanterne, mais on peut admettre qu'il y a une autre lanterne, effectivement, parce que tu l'as jetée sur le premier, bien sûr. Mais ouais, une autre lanterne sur le comptoir, et tu la casses sur le sol pour foutre le feu, peut-être, certainement. Ouais, je vais foutre le feu. Je sais Très pas si bien. je vais être capable de m'en sortir, mais je suis comme. Ces horreurs ne peuvent pas sortir d'ici! C'est ça, bah très bien, très très bien. Tu regagnes ta voiture, du coup, je suppose, pour repartir peut-être. Il est 2 heures du matin, mais peu importe, tu dormiras un peu plus loin. Je veux juste voir comment est-ce que le personnage que tu incarnes le temps de cette soirée va prendre en termes de santé mentale. C'est un 1, c'est l'équivalent d'un échec critique. Oh Alors, man. il est très possible que lorsque tu prends la route, tu as tellement été bouleversé par ce qui s'est passé que tu t'es mangé un arbre et que tu t'es évanoui à côté du bâtiment en flammes. Mais cet évanouissement te permet Juste de... à côté. Ouais, J'ai comme reculé, ouais, il y c'est avait vrai, le ouais, bout. t'as essayé de démarrer, et puis pouf, tu t'es mangé l'arbre, vraiment dans la panique la plus totale, et tu tombes dans les pommes, ta vue s'assombrit, et tu te réveilles dans mon laboratoire où le petit robot retire le casque que tu portais, le petit robot qui d'ailleurs dit cette phrase. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. C'est quand même pas mal. Mais tu te réveilles dans le laboratoire avec moi qui te regarde un petit peu avec du jugement quand même. C'est une fin un peu minable pour ton personnage. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu viens d'être victime certainement d'une défaite. Est-ce que tu le prends bien justement? Parce que tu disais que tu aimais bien les rôlistes qui prennent bien leurs défaites, en tout cas leurs échecs. Je pense que ouais, je vais probablement regarder.
Alors attends. Faire des mains comme ça, puis genre faire Zut. désolé. Ah, oupsie. Ok, heureusement que tu n'avais pas de teammate sur ce coup-là. Oupsie. Heureusement que tu n'avais pas de teammate sur ce coup-là, parce que tu aurais peut-être gâché leur soirée. Mais en réalité, tu es juste tombé dans les pommes. Si ça se trouve, tu as été réveillé le lendemain, mais malheureusement, tu ne le sauras pas, parce que la soirée va se terminer là-dessus. Alors, on va terminer d'abord par la question que je pose à tous mes invités. Puisque la thématique, c'est l'imagination, qu'est-ce que l'imagination selon toi? J'aime beaucoup cette question. Oh, l'imagination, j'ai l'impression que c'est d'incanter des choses qui proviennent d'un monde de possibles. C'est comme si on cohabitait ici, là, dans le monde réel, avec un univers, genre, des millions de fois plus vaste que l'univers qu'on connaît. Puis j'ai l'impression que l'imagination, là, c'est la possibilité de la créature consciente d'incanter des choses de ce monde des possibles. Des choses qui se peuvent, des choses qui se peuvent pas. Je pense que c'est un accès direct, un portail à l'infini. Non, mais c'est une super belle définition. Et ça Pas raide. Et ça conclut formidablement bien ce live. Et ben écoute, je te remercie, Pierre-Louis, de t'être prêté à l'expérience. J'espère qu'elle t'aura plu. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été super. Je suis toujours partant pour discuter de jeux et autres. Bah très bien. Je remercie tous les viewers qui sont venus nous voir, tous les subs à gogo qui y sont passés, tous les followers, ceux qui ne follow pas encore à ce stade. N'hésitez pas hein, pour la suite des Imagilab et pour me voir jouer, faire du gaming de temps en temps sur cette chaîne. Je te remercie encore une fois, Pierre-Louis, et puis je vous dis bonne nuit à tous. Amusez-vous bien et faites du jeu de rôle, faites des jeux de société. Salut! Salut!